Si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade de se retirer, c'est qu'on en a trop assumé. Donc cette fois-ci, nous disons non. Tant que vraiment ce que nous revient là n'est pas pris en compte, nous n'allons pas repartir dans les différentes salles de classe là. Ils vont se faire pour l'éducation de ces enfants-là. Nous disons non à la maltraitance et nous disons non à leur système de menace. Parce qu'on ne peut pas être là, c'est même comme un enfant. Un enfant, pour bien rendre, cet enfant-là doit être d'abord capable d'avoir quelque chose en bout de temps. Mais ils sont en train de nous mettre la pression de repartir dans des salles de classe. Un enseignant qui n'est pas rémunéré, avec ce qu'ils appellent bourse, ça ce n'est pas, avec 50 000 francs. Nous sommes des pères de famille. Vous allez payer le loyer. Donc, nous sommes même incapables d'acheter un enseignant au Congo-Brazzaville est incapable d'acheter même une paire de chaussures. Donc, il faut regarder la manière comment ces enseignants-là que nous sommes, nous nous habillons. Et au retour, un enseignant qui va enseigner, et c'est-à-dire même pour la préparation des cours, nous avons des difficultés. Comment transmettre une petite menace? Nous allons dire que c'est comme si c'était l'esclavage. Nous sommes fatigués, l'esclavage a été aboli. Donc, avec la compréhension pour faire comprendre aux parents, ce n'est pas la faute aux enseignants, c'est la faute du gouvernement. Monsieur Christian Perrin, nous avons suivi Monsieur Rodrigue Matondo, le président Rodrigue Matondo le dire. Il dit que l'esclavage a été aboli. Mais ici, nous avons comme l'impression que les enseignants et les agents de santé sont traités de la même manière. C'est plus que des esclaves, c'est des esclaves de temps moderne. Ils vont travailler sans salaire. Alors, quelle motivation pourront-ils avoir d'aller au travail? Comment est-ce que ces enseignants pourront aller enseigner pendant qu'à la maison, ils n'ont rien laissé? Pendant que les enfants sont en train de pleurer de faim, comment un bon père de famille responsable prendra le courage de privilégier l'enseignement tout en sachant que là-bas, il ne sortira avec rien du tout? Mais moi, je dirais qu'ils sont même très forts parce que arriver à tenir pendant 7 mois, 78 mois pour d'autres, 40 mois, 48 mois pour d'autres, arriver à tenir sans salaire. Mais vous voyez même les parlementaires, à cause de 6 mois seulement qu'ils ont fait sans salaire, ils ont commencé à se plaindre. Mais lorsque les autres étaient dans cette situation, pourquoi ne parlaient-ils pas? Si on vous dit même le montant qu'ils sont dans l'incapacité, que le gouvernement est dans l'incapacité de les allouer, mais vous allez crier au scandale. Parce qu'il ne s'agit que de 50 000 francs par enseignant. Nous connaissons la situation des salles de classe au niveau du Congo. Ce sont des salles pléthoriques. Ces enseignants travaillent à plein temps, comme tous les autres fonctionnaires enseignants. Mais pourquoi est-ce que leur situation n'est pas traitée avec la même urgence? Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne se soucient pas du peuple. Le plus important pour eux, c'est la conservation de leur pouvoir. Alors, ce que nous pouvons en profiter de dire par là, M. Rodrigue l'a déjà dit, nous demandons aux enseignants de tenir mordicus, de ne pas retourner dans les salles de classe. Le CJCD est à vos côtés. Ne comptez pas sur vos syndicats ou vos syndicalistes. Ce sont des corrompus. Ce sont des syndicats qui ont été montés de toutes pièces. Parce que nous savons comment le régime opère. Diviser pour mieux régner. Ils ont créé une infinitude de syndicats pour venir affaiblir les efforts de tous les syndicats qui voudront aller dans le sens de débloquer la situation de la majorité. Bonjour et bienvenue, fidèles téléspectateurs. Merci de suivre R7 avec moi sur ce plateau. Cédric Castelin Balou, président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. À ses côtés, Rodrigue Matondo, président du collectif des enseignants du Congo. Pour évoquer, bien sûr, ensemble avec eux, la situation scolaire au Congo-Brazzaville. 3 semaines après cette rentrée scolaire, quelle évaluation peut-on faire de la situation? Je vais donc commencer par Rodrigue Matondo. On se souviendra donc devant l'avalanche des appels à la grève, le ministre Jean-Luc Montou, le ministre donc de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'engageait et rassurait, c'était donc le jeudi 26 septembre 2024,
que les préoccupations des enseignants avaient été prises en compte et seraient progressivement traitées. Même la bourse pour les enseignants volontaires et communautaires avait été promise pour la semaine qui suivait, donc je crois au plus tard le 4 octobre dernier. Qu'est-ce qui a été fait? Jusqu'alors, rien n'est réalisé, rien n'est fait. Donc nous sommes en train de souffrir, nous sommes en train de souffrir. Depuis la rentrée scolaire jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien. On a un trimestre, c'est le trimestre de l'année dernière, de l'année 2023-2024, qui n'a jamais été soldé. Donc aujourd'hui, nous sommes à 7 mois, pardon, nous sommes à 7 mois impayés. Donc, nous, on se demande, est-ce que réellement on a une place dans la société congolaise? Est-ce qu'ils sont là juste pour nous manipuler ou nous utiliser afin qu'ils puissent garantir rien que leur place? Et nous, on se demande, on va pour enseigner les enfants des autres et les miens, jusqu'alors, sont encore à la maison parce qu'on ne sait pas par où commencer. Comment faut-il aller enseigner les enfants des autres, tandis que les miens sont à la maison. On n'a aucun franc pour acheter, par exemple, les kits scolaires, ni le sac, ni le stylo. Donc, nos enfants sont encore à la maison. Voilà Alors, pourquoi, à pardon, cette occasion, on a préféré. Rodrigue Matondo, vous êtes en train de nous dire, malgré l'engagement qu'avait pris le ministre Montou, malgré qu'il avait rassuré, jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre 2024, rien n'a été fait. Ni les bourses n'ont pas été payées, aucune revendication n'a été, voilà, satisfaite, c'est ça. Rien du tout, rien n'est pris en compte jusqu'alors. Alors, comment se présente donc la situation sur le terrain, la situation scolaire au Congo-Brazzaville? Nous sommes déjà à 3 semaines de cette rentrée. Comment ça se présente? Est-ce que les enfants vont à l'école? Les cours se tiennent? La rentrée est effective? Jusque-là, les cours ne se passent pas bien parce que nous, on a fini au fait par laisser ces enfants-là à la disposition de l'État. Donc, les cours ne se passent pas bien. Ils vont certainement vous faire comprendre que les cours se passent comme il faut, mais c'est faux. Nous sommes à la maison. Moi qui vous parle, c'est l'heure à laquelle que je devais être en classe. Donc, si je suis arrivé à ce stade, parce que nous sommes fatigués, comment aller enseigner du moment qu'on a un ventre vide? Donc, à cela, on n'a pas pu. Nous sommes à la maison. Les enfants sont à la traîne, à la disposition des chefs des établissements. Ils sont là à couvrir les places pour la hiérarchie. Parce qu'ils font semblant, ils nous menacent. Et tant qu'on ne repart pas en classe, nous serons à la disposition des parents, c'est-à-dire qu'ils vont nous retirer les emplois du temps tant qu'on ne revienne pas. Donc, on nous force de travailler à famille. Donc, nous, on a Oui, décidé mais Rodrigue, jusque-là. pendant que vous dites ça, moi je sais une chose, c'est que lorsqu'on travaille, c'est-à-dire quand quelqu'un travaille, à la fin, il faut lui payer son salaire. Et lorsque son salaire n'est pas payé, on ne peut pas menacer quelqu'un, lui dire qu'il continue à travailler, sinon il est relevé. Alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors vous avez dit que vous, vos enfants, bien entendu, vous n'avez pas encore repris avec les cours. Est-ce pour autant dire que vous êtes nombreux dans cette situation, c'est-à-dire les autres enseignants aussi ne vont pas faire cours, c'est ça? Nous, oui, nous sommes très nombreux. C'est pas pratiquement dans toutes les écoles de Brazzaville. Toutes les écoles de Brazzaville, même ce matin, je sors de la zone nord. Les collègues sont à la maison parce que même le message qu'on a lancé sont vraiment très, très, très déçus par rapport à la réaction tenue par le gouvernement. Voilà pourquoi on a pris notre disposition. S'il s'agit de nous retirer les emplois du temps, tant mieux. Mais parce qu'on ne comprend pas jusqu'alors comment est-ce qu'on peut nous traiter jusqu'à ce stade-là. Est-ce que cela veut dire Voilà pourquoi nous que sommes. les écoliers, j'allais dire, congolais, risquent de courir une année blanche comme ça, c'est ça? Pour nous, tant que ces revendications ne sont pas prises en compte, l'intégration d'abord, que nous parlons, nous battons d'abord pour l'intégration parce qu'on a tant servi ce pays. Il y a d'autres qui ont 9 ans sur le terrain, 8 ans, 7 ans. On ne fait que nous mentir, nous mettre sur les promesses sur les sans jamais réalisées. Donc on pense que c'est mieux d'abord de commencer par l'intégration et solder nos reliquats des petites bourses qu'eux ils appellent bourses et finir par peut-être prendre cette année 2024-2025 en compte.
Alors, je vais revenir vers vous tout à l'heure, Rodrigue Matondo. Je me tourne d'abord vers Castellan Cédric Balou. Je rappelle que vous êtes président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Bonjour Castellan. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Merci donc. Christian Perrin, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous en prie, c'est un plaisir partagé. Alors, Cédric Castellan-Balou, euh, peut-être, il faut que je comprenne d'abord, dans un premier temps, c'est quoi, qu'est-ce qui peut expliquer votre présence aux côtés des enseignants? Oui, merci beaucoup, Monsieur Christian Perrin. Oui, certains peuvent s'étonner, mais cela ne devrait pas étonner, parce que le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora est un mouvement qui lutte pour le bien-être social. Et partout où il y a des difficultés, partout où la situation semble ne pas marcher, eh ben, le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora s'y intéresse. Comment nous nous retrouvons dans la situation des enseignants? Les enseignants nous ont abordés, le collectif des enseignants du Congo nous a abordés et a sollicité notre contribution. Puisque nous luttons, nous militons pour le bien-être social, ils ont voulu que nous puissions les accompagner dans cette lutte afin que, ensemble, nous puissions arriver à trouver une solution salutaire pour tous les enseignants qui sont dans cette situation difficile. Donc voilà comment nous nous retrouvons dans ce combat avec les enseignants communautaires et aussi les enseignants numéraires et même les fonctionnaires. Donc pour nous, nous prenons en compte la situation de tous les enseignants. Alors, comment vous vivez donc cette situation d'une rentrée scolaire à la rigueur presque boycottée, mais bon, du côté du gouvernement, on semble un peu voilà, faire comme si rien n'était, alors que là, nous apprenons que les cours ne sont pas effectifs. Comment vous vivez ça? Bon, ben, il faut dire la vérité, rien ne va. Nous ne comprenons pas l'attitude du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire semblant? C'est un mirage qu'ils sont en train de présenter à la face publique. Dans les salles de classe, il n'y a pas des enseignants. Les élèves sont mis à la disposition des directeurs, des chefs de centre. Parce que il faut rappeler une chose, les enseignants communautaires sont beaucoup plus nombreux même que les enseignants déjà fonctionnaires. Donc, c'est une véritable force du côté de l'enseignement. À chaque fois, le gouvernement ne cesse de déplorer le déficit du personnel enseignant. Mais aujourd'hui que nous avons les enseignants communautaires qui sont là, qui font un travail remarquable, leur situation devrait être prise en compte immédiatement. Pourquoi jusque-là, la situation des enseignants semble tarder? Ce que nous ne comprenons pas, pourquoi est-ce que les enseignants ne bénéficient pas du même traitement que les militaires, les policiers, en un mot, la force publique? La force publique, les agents de la force publique, lorsqu'ils changent en grade, automatiquement, le salaire aussi change. Mais pourquoi pour les enseignants, la situation n'est pas traitée avec la même urgence? Aujourd'hui, lorsque les enseignants, de façon générale, changent d'échelon, qui représentent les grades chez les militaires, ce n'est pas suivi d'effets financiers. Aujourd'hui, nous avons entendu, parce que nous discutons régulièrement avec ces enseignants, on nous a fait comprendre qu'il y a des enseignants qui sont encore communautaires depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans et même jusqu'à 30 ans. Ils sont encore communautaires, ils ne sont pas pris en compte par la fonction publique. En fait, ça veut dire quoi concrètement communautaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore pris en compte par, disons, l'État, c'est ça? Ils n'ont pas encore le statut d'enseignant, j'allais dire, de fonctionnaire de l'État congolais, c'est ce que ils vous ne sont dites. pas fonctionnaires. Ils ne sont pas Donc, titulaires, c'est ça? Oui, ils ne sont pas encore fonctionnaires. Ils ont comme un petit contrat seulement avec le ministère de l'Enseignement. Un contrat, d'ailleurs, moi, je n'appellerai pas ça contrat parce que si on vous dit même le montant qu'ils sont dans l'incapacité, que le gouvernement est dans l'incapacité de les allouer, mais vous allez crier au scandale. Parce qu'il ne s'agit que de 50 000 francs par enseignant. Nous connaissons la situation des salles de classe au niveau du Congo. Ce sont des salles pléthoriques. Ces enseignants travaillent à plein temps, comme tous les autres fonctionnaires enseignants. Mais pourquoi est-ce que leur situation n'est pas traitée avec la même urgence? Quel est l'état d'esprit de nos gouvernants? Mais lorsqu'on détruit le système éducatif,
À quoi peut-il s'attendre? Nous pouvons dire que c'est un fait exprès, parce que si ce n'était pas un fait, s'il n'y avait pas un calcul politique derrière cette façon de traiter les enseignants, la situation serait traitée très rapidement. Aujourd'hui, nous pouvons le dire avec beaucoup d'assurance que c'est un fait exprès. Détruire le système éducatif voudrait dire qu'on n'aura pas des futurs concurrents dans le domaine politique. Parce que je ne me souviens pas de ce penseur, je pense, chinois, qui disait que lorsqu'on veut détruire un pays, inutile de faire la guerre à ce pays-là. Il suffit de détruire le système éducatif, de laisser pendant 5 ou 10 ans, et vous allez voir les résultats. Et c'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons des étudiants qui ont du mal à écrire correctement. Ils écrivent avec beaucoup de fautes. Pour les élèves, n'en parlons pas. Mais nous ne condamnons pas ces élèves, nous ne condamnons pas ces étudiants. C'est simplement une volonté politique pour détruire le système éducatif du Congo. Alors, ça peut paraître évidemment comme une volonté politique de détruire l'éducation au Congo-Brazzaville. Alors, tout à l'heure, Cédric Castellan-Balou vient enfin, apparemment, de peindre la condition de l'enseignant congolais. Rodrigue, tout à l'heure, je disais, je reviendrai vers vous pour évidemment vos Oui. revendications au niveau du ministère de l'Enseignement. Est-ce qu'on peut nous les rappeler en dehors, bien sûr, des bourses qui ne sont pas payées? Quelles autres revendications? Hormis, oui, mais hormis les bourses qui ne sont pas payées, il y a aussi pour travailleurs déjà, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État, qui réclament leur rappel de solde d'activité qui n'ont jamais bénéficié. Il y a un petit traitement ici, dans le sens c'est que ils obligent actuellement aux nouveaux collègues qui sont déjà pris en compte, dès que vous êtes recruté, donc les années antérieures que vous avez servi le pays ne sont pas prises en compte. Donc, si vous avez commencé par exemple à exercer depuis 2005, si vous êtes pris en compte, on vous a recruté en 2024, donc c'est à compter de 2024 qu'on doit vous prendre en compte les années antérieures que vous avez servi ne comptent plus. C'est là où nous on se demande, est-ce que dans tout ministère, ils évoluent comme ça, ou ce n'est que dans l'enseignement qu'ils veulent dominer? Vous boycottez ce qu'il faut, ce qui revient aux droits des enseignants. Alors, il y a une chose que je ne comprends Donc, pas, c'est-à-dire, vous avez dit, pour les enseignants qui ont commencé à exercer depuis beaucoup de décennies, puisque là, à Castellan, Cédric Balou venait de rappeler qu'il y en a qui exercent depuis 30 ans, 20 ans, 13 ans, et vous dites, s'ils sont pris en compte maintenant, les années antérieures seront annulées, ne seront pas prises en compte, c'est ça. Alors là, ça s'apparente carrément à un exactement. crime. C'est carrément un crime parce qu'on veut biffer toute une expérience professionnelle, voilà, des enseignants. Euh, Castellan, Cédric Balou, tout à l'heure, vous parliez de la condition de l'enseignant au Congo-Brazzaville. Et voilà, là, on apprend que finalement, dans le traitement, il est question de vouloir faire renoncer donc à ces enseignants les années antérieures. J'imagine un peu quand un enseignant a déjà atteint, j'allais dire, 40 ans, s'il est engagé, s'il a enrôlé dans la fonction publique, on lui dira d'abandonner tous les 30 ans d'expérience pour les 10 ans qui vont rester, probablement 5 ans. Je crois que là, il y a un petit souci, un peu des inégalités. On allait parler des injustices sociales, c'est ça? Oui, mais C'est une ce n'est que comme discrimination. ça que c'est une discrimination. Mais nous comprenons, nos autorités sont tellement dans le confort et nous pensons que lorsqu'ils arrivent à ce stade-là, ils oublient un peu les difficultés que connaissent les autres. Mais lorsque nous regardons un peu la plupart de ces ministres, nombreux d'entre eux sont passés par l'enseignement. Le premier ministre est passé par l'enseignement. Il devrait mieux comprendre la situation des enseignants. Hier encore, j'ai été appelé par un enseignant depuis la Buenza. Qu'est-ce qu'il me dira? Il me dira que lui, il a commencé à exercer depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, il aura 55 ans. Il y a une condition qu'on est en train de les imposer pour dire que lui, on ne peut plus le recruter parce qu'il y a une limite d'âge. Mais vous essayez un peu de voir les 30 années qu'il a eu à perdre, les 30 années, ces années qu'il a eu à mettre à la disposition de l'État, parce qu'il a voulu servir son pays, parce qu'il a voulu former les jeunes Congolais.
et que toutes ces années ne seront pas prises en compte et que même lui ne sera pas pris en compte dans le quota, bon, si encore quota il y a, parce que nous connaissons aussi comment sont distribués ces quotas. Et c'est justement là où se pose le problème. Ce que C'est-à-dire, moi j'ai voulu faire, parce que comme vous êtes en train d'expliquer, elle a une vie professionnelle gâchée. Et moi, ma question, c'est, bon, je ne sais pas ce que pensent ces ministres, et comme vous l'avez dit, lorsqu'on est à ce niveau-là, apparemment, certains, permettez le terme, ça peut choquer, mais apparemment, certains perdent la tête. Pourquoi? Simplement, ce sont là des dettes intérieures. Pourquoi pas? On peut prendre ça en compte, c'est l'État congolais qui va payer. Ça ne sortira pas de la poche de quelqu'un. C'est-à-dire, on peut aujourd'hui régulariser la situation de ces enseignants, quel que soit leur âge, c'est l'État qui payera, quitte à mettre ça dans la dette intérieure, pourquoi pas? Alors pourquoi on veut carrément biffer tout cela pour dire on ne prend pas en compte cette expérience, 30 ans, 10 ans d'exercice, on jette ça comme ça dans l'eau. mais cela ne devrait pas vous étonner, Monsieur Christian Perrin, parce que nous connaissons la façon de faire de nos dirigeants. Ce sont des criminels économiques et les crimes vont continuer jusqu'à ce niveau-là. C'est pour dire quoi? Et quand on parle de la dette intérieure de l'État, vous l'avez rappelé, que tous ces enseignants, toutes ces années qui n'ont pas été payées, font partie de la dette intérieure de notre pays. Si c'est comptabilisé, pourquoi est-ce que ça ne sera pas payé? Si ce n'est pas payé, ça va aller où? Puisqu'ils ne veulent pas les payer. Nous Oui, mais demanderons. c'est là la question, pardon, Castellan, de vous couper comme ça. S'ils ne payent pas, est-ce que ce n'est pas non plus parce qu'ils ont déjà pris cet argent, qu'ils ont détourné cet argent, qu'ils ne veulent pas que cela puisse évidemment apparaître dans les Écritures quelque part? Parce qu'il n'y a pas de raison à dire aux enseignants, écoutez, toutes vos années d'expérience, 20 ans, 10 ans, 5 ans, bah, écoutez, on met une croix. Non, ça ne se justifie pas, c'est une dette intérieure. Pourquoi ils veulent que ça se passe comme ça? Ça suscite quand même, ça interroge. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils ont dû déjà utiliser ces lignes budgétaires, bien entendu. Bon, je ne dis pas qu'ils ont volé, mais je pose l'hypothèse. Probablement. Non. Mais cela ne devrait pas vous étonner, Monsieur Christian Perrin. Vous avez dit le juste mot. Pourquoi je n'aime pas trop ce terme de détournement. Il faut dire le mot juste, c'est du vol. Mais Monsieur Christian Perrin, cela ne devrait pas vous étonner. S'ils ont eu à faire disparaître 14 000 milliards de francs CFA, mais ce ne sont pas, pour eux, ça, ce sont des miettes qui peuvent disparaître d'un revers de main. D'un claquement de doigts, ça peut disparaître. Donc cela ne devrait pas vous étonner. Parce que nous ne pouvons pas comprendre la motivation qui est la leur de ne pas vouloir payer cette dette intérieure. Nous ne comprenons pas. Alors, Rodrigue Matondo, je reviens vers vous. Voilà, vous avez dit que vos revendications, aucune n'a été prise en compte. Et donc, vous pensez que vous allez continuer la grève? Pourquoi pas? Je disais tout à l'heure d'ailleurs, est-ce que les écoliers, nos enfants congolais ne courent pas le risque d'une année blanche? Vous avez dit, vous ne repartirez à l'école que lorsque vos revendications seront, voilà, satisfaites. Alors, et maintenant, sur le terrain, comment entendez-vous passer ce message pour évidemment tenir jusqu'au bout? Parce que nous savons qu'à côté, c'est ce que nous avons appris. On a créé aussi d'autres plateformes syndicales pour voilà, tenter un peu de voilà, court-circuiter, nous c'est comme ça qu'on appelait ça en technique, en électricité, voilà, de boycotter un peu votre démarche. Réalisent pas ce que nous déclarons. Ils vont créer un petit système pour mettre des éléments qui vont peut-être chercher à nous couvrir. Mais la réalité est que les syndicalistes qui sont en train de nous parler là, ce sont les mêmes syndicalistes qui mettent l'État en danger. Parce qu'une fois ils discutent avec ces syndicats-là, en les mettant euh, l'argent ou encore les petits moyens en place, ces syndicalistes-là mettent les sous dans les poches et sacrifient l'avenir des autres. Or, nous, cette fois-ci, on a pensé que non, c'est pas à tout moment que les syndicats doivent à la tête d'un mouvement, du moment que ceux qui subissent, ce sont des enseignants sur le terrain. Nous voici les enseignants sur le terrain. On a préféré que si le gouvernement pense réellement que nous sommes importants par rapport à ce que nous faisons, c'est à nous de parler les problèmes qui concernent, de parler sur les problèmes qui concernent les enseignants. On n'a plus besoin, en fait, de nos collègues syndicats dans le sens qu'ils viennent intervenir et à la fin,
les autres souffrent. Donc, si l'État veut bien que l'avenir des petits Congolais soit bien entamé dans les jours à venir, c'est le cas de nous appeler et nous allons discuter. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Nos doléances sont déjà là. Donc, c'est à eux de nous appeler et on va essayer un peu de voir. Et encore, j'en profite de l'occasion de vous dire que on reçoit même des enseignants, c'est-à-dire des éléments qui sont recrutés au nom du corps enseignant. Mais quand ils arrivent, ils sont incapables d'enseigner. Il y a maintenant plein de secrétaires dans les différents bureaux. Même dans les inspections, ils sont maintenant très nombreux. Pourquoi? Ils sont incapables d'aller sur le terrain enseigner, de faire fuir, comme ils n'ont jamais peut-être eu la possibilité de connaître une démarche didactique. Et ils sont là dans des bureaux et aux inspections en train de faire, ça dit semblant de travailler et des heures arrivent, ils sont à la maison. Par contre, ceux qui souffrent sont dans les différentes salles de classe où il y a le pléthore. Donc, nous demandons par quels moyens ces gens-là arrivent. C'est parce qu'ils ont mis en place ces équipes qu'ils appellent eux-mêmes des syndicalistes. Ce ne sont pas des syndicalistes, ce sont des gens qui sont en train de mettre le gouvernement en difficulté. Et c'est un peu ça que je voulais souligner. Donc, Rodrigue, si j'ai bien compris, vous êtes en train de dire que le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation crée j'allais dire, des plateformes syndicales qui recrutent des enseignants, entre guillemets, mais qui en réalité sur le terrain ne sont pas productifs, c'est ça. C'est-à-dire ils sont incompétents, en réalité ce ne sont pas des enseignants, c'est ça. C'est ça exactement. Alors, maintenant que vous avez rappelé vos revendications, qu'est-ce que vous entendez finalement faire? Quel est le message que les téléspectateurs, les parents J'allais en venir, monsieur d'élèves... Christian. Oui, je vous en prie. Nous, on veut, en fait, si, avec toutes les possibilités, les parents d'élèves doivent comprendre quelque chose. Les élèves qui sont abandonnés ou dans les différentes salles de classe ou qui sont laissés à la discussion des chefs des établissements, ce sont nos neveux, nos enfants. Mais si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce stade de se retirer, c'est qu'on en a trop assumé. Donc cette fois-ci, nous disons non. Tant que vraiment ce qui nous revient là n'est pas pris en compte, nous n'allons pas repartir dans les différentes salles de classe là. Ils vont se faire pour l'éducation de ces enfants-là. Nous disons non à la maltraitance et nous disons non à leur système de menace. Parce qu'on ne peut pas être là, c'est même comme un enfant. Un enfant, pour bien rendre, cet enfant-là doit être d'abord capable d'avoir quelque chose, un bout de pain. Mais ils sont en train de nous mettre la pression de repartir dans des salles de classe. Un enseignant qui n'est pas rémunéré, avec ce qu'ils appellent bourse, ça ce n'est pas, avec 50 000 francs. Nous sommes des pères de famille. Vous allez payer le loyer. Donc, nous sommes même incapables d'acheter un enseignant au Congo-Brazzaville est incapable d'acheter même une paire de chaussures. Donc, il faut regarder la manière comment ces enseignants-là que nous sommes, nous nous habillons. Et au retour, un enseignant qui va enseigner, et c'est-à-dire même pour la préparation des cours, nous avons des difficultés. Comment transmettre une petite menace? Nous allons dire que c'est comme si c'était l'esclavage. Nous sommes fatigués, l'esclavage a été aboli. Donc, avec la compréhension pour faire comprendre aux parents, ce n'est pas la faute aux enseignants, c'est la faute du gouvernement. Ces enfants-là, ce sont les enfants de l'État. Comme l'État ne veut pas réagir face aux difficultés des enseignants, nous remettons ces enfants-là à la discussion de l'État. L'État doit vite trouver les solutions qu'il faut. Donc, voilà pourquoi nous gardons la position. Mais la porte est ouverte, une fois appelé, nous serons là disponibles à négocier et causer avec la hiérarchie ou encore les autorités. Maintenant, s'ils pensent que ce n'est pas le cas, mais nous également, on va laisser les éponges à leur disposition et nous allons les observer jusqu'à nouvel ordre. Donc, les collègues enseignants qui sont à la maison, moi, le président des collectifs des enseignants du Congo, je demande à tout le monde de tenir mon attitude et de rester comme ça. Si nos revendications, telles qu'on avait déjà déclarées depuis le 21 octobre 2024, ne sont pas prises en compte, nous aussi, on reste à la maison. Jusqu'à nouvel ordre.
Merci, Rodrigue Matondo. Alors, voilà, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose de Mhm. très important, un aspect très important. Vous dites que vous êtes traités comme des esclaves. Et donc, on va terminer Mhm. par là. Cédric Castelin-Balou, les enseignants congolais sont traités comme des esclaves. Ils sont payés à 50 000 francs CFA. Ce n'est même pas le SMIC congolais. Et dernièrement, nous suivions également au niveau de l'hôpital Adolphe Cissé, c'est à Pointe-Noire, où des infirmières ont déclaré qu'ils ont été maintenus, ou ils sont encore maintenus jusqu'à maintenant, sous le statut de stagiaires depuis 20 ans et perçoivent d'aucuns 30 000 francs CFA par mois, d'autres 40 000 francs CFA, alors que nous savons que l'éducation et la santé sont là les deux piliers de développement d'un pays. Alors, lorsqu'on a décidé de traiter les enseignants de la sorte, et le personnel de santé, quelle interprétation peut-on faire? Notre interprétation à nous, nous pouvons le dire clairement, c'est un pouvoir qui est arrivé à sa fin. C'est un régime qui n'a plus de solution parce que ils le savent que l'enseignement et la santé sont les deux piliers du développement pour un pays. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes de ces deux secteurs, c'est que le régime est arrivé à son terme. Ils n'ont plus de solution à nous proposer. Ils ne savent même plus tellement qu'ils ont dépensé de l'argent, tellement qu'ils ont détourné les fonds et placé dans les paradis fiscaux. Et aujourd'hui, leur propre détournement les rattrape. Mais, Monsieur Christian Perrin, nous avons suivi Monsieur Rodrigue Matondo, le président Rodrigue Matondo le dire. Il dit que l'esclavage a été aboli. Mais ici, nous avons comme l'impression que les enseignants et les agents de santé sont traités de la même manière. C'est plus que des esclaves, c'est des esclaves de temps moderne. Ils vont travailler sans salaire. Alors, quelle motivation pourront-ils avoir d'aller au travail? Comment est-ce que ces enseignants pourront aller enseigner pendant qu'à la maison, ils n'ont rien laissé? Pendant que les enfants sont en train de pleurer de faim, comment un bon père de famille responsable prendra le courage de privilégier l'enseignement tout en sachant que là-bas, il ne sortira avec rien du tout? Mais moi, je dirais qu'ils sont même très forts parce que arriver à tenir pendant 7 mois, 78 mois pour d'autres, 40 mois, 48 mois pour d'autres, arriver à tenir sans salaire. Mais vous voyez même les parlementaires, à cause de 6 mois seulement qu'ils ont fait sans salaire, ils ont commencé à se plaindre. Mais lorsque les autres étaient dans cette situation, pourquoi ne parlaient-ils pas? Aujourd'hui, s'il y a un certain nombre de fuites d'informations, c'est parce qu'eux aussi commencent à être touchés par cette situation. Mais lorsqu'elle ne concernait que les autres, ils ne s'en préoccupaient pas. C'est pourquoi nous disons que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne se soucient pas du peuple. Le plus important pour eux, c'est la conservation de leur pouvoir. Alors, ce que nous pouvons en profiter de dire par là, M. Rodrigue l'a déjà dit, nous demandons aux enseignants de tenir mordicus, de ne pas retourner dans les salles de classe. Le CJCD est à vos côtés. Ne comptez pas sur vos syndicats ou vos syndicalistes. Ce sont des corrompus. Ce sont des syndicats qui ont été montés de toutes pièces parce que nous savons comment le régime opère, diviser pour mieux régner. Ils ont créé une infinitude de syndicats pour venir affaiblir les efforts de tous les syndicats qui voudront aller dans le sens de débloquer la situation de la majorité. Alors, ce que nous vous demandons, c'est quoi? C'est de venir nous rejoindre afin que nous puissions constituer une véritable force derrière le collectif des enseignants du Congo. Renforçons ce syndicat, donnons de la force à ce syndicat afin que nous puissions débloquer la situation des enseignants. Dieu merci pour nous, c'est quoi? C'est que c'est l'année de la jeunesse. Et le gouvernement avait promis la création de 100 000 emplois, qui n'en parlent plus d'ailleurs, mais dans notre esprit, c'est resté. Chez nous, l'année de la jeunesse, c'est 2024. Ils doivent nous créer ces 100 000 emplois. Ils avaient promis la création de 10 000 emplois dans le secteur public. Alors, nous irons sur un quota au moins de 6 000. Parce que lorsque nous regardons, c'est les deux secteurs qui travaillent beaucoup. L'enseignement et la santé. Ceux-là, au moins, ne vont pas s'asseoir dans les bureaux pour se tailler des ongles ou pour parler du commerce. Ceux-là vont pour travailler. Ils vont dans les salles de classe pour les enseignants. Ils s'occupent des malades pour les agents de la santé. Donc,
on devrait les attribuer au moins un quota de 6 000 places, quota qu'ils vont se répartir. Et c'est sur cette option-là, c'est dans cet esprit que nous sommes en train de travailler. Nous n'irons pas pour qu'ils puissent attribuer à l'enseignement ou à la santé un quota de 100 ou un quota de 50. Nous voulons que sur les 10 000 qui sont prévus pour le secteur privé, que 6 000 soient attribués pour la santé et pour l'enseignement. C'est dans cet état d'esprit que nous irons dans les négociations avec les gouvernants. Voilà un peu notre position. Voilà la position du collectif des enseignants du Congo actuellement. Merci Cédric Castellan-Balou, merci Rodrigue Matondo d'avoir été avec nous sur R7. J'ai retenu que les enseignants sont traités comme des esclaves. Ils sont très mal payés. La condition de l'enseignant au Congo-Brazzaville est mais vraiment précaire. Et ce qui est curieux, c'est qu'on parle des quotas du genre 100, 200, 300, alors que au Congo-Brazzaville, il a été dit et redit, réitéré qu'il y a un déficit de 20 000 enseignants. Grand merci donc de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Vous avez bien entendu, les enseignants disent tant que leurs revendications ne seront pas prises en compte, ils ne repartiront pas à l'école et donc l'école congolaise court encore un risque d'une année blanche. Et ça, on ne l'attribuera pas aux enseignants, c'est plutôt le gouvernement qui ne veut plus rien faire. Tout le monde se pose la question donc de savoir où est passé l'argent du Congo-Brazzaville parce que le Congo a beaucoup d'argent. Cliquez, likez, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se retrouve très prochainement. Merci.